Bonjour. Pour cette première édition de H2O, le web magazine du Siage, nous vous accueillons sur la passerelle Suzanne, située entre Montgeron et Crosne. Venez avec moi. Vous voyez ce macaron situé sur ce bâtiment? Il indique le niveau des plus hautes eaux atteints lors de la crue de 1978. Si un événement comparable devait se produire aujourd'hui, nos invités seraient assis sous l'eau. Une crue sur Lierre est-elle un fantasme, une crainte sans fondement, ou bien est-elle une réalité? Une réalité qui se rapproche d'année en année. Pour en parler avec nous aujourd'hui, trois invités. Le lieutenant-colonel Maugan, du SDIS 91, Yann Raguenès, du Conseil général de l'Essonne, et Loïc Guédon, du Siage. Mais avant de les écouter, nous allons découvrir ensemble un reportage qui vous permettra de mesurer à quel point la conscience du risque de crue est encore trop faible dans la vallée de Lierre. La vallée de Lierre est inondable. Elle a été inondée il y a un certain nombre d'années. Je crois aussi savoir que des travaux ont été entrepris en amont de Lierre et Montgeron pour réguler Lierre. Oh, il y a toujours eu des inondations dans la région. Autrefois, il y a eu Lierre qui a débordé. Entre Crosne et Montgeron, on passait en barque. Je vous parle de ça il y a... Aujourd'hui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été résolues. Et ça fait bien des années qu'on ne l'a pas vu. Je sais que le Lierre, évidemment, ça peut monter, mais je ne l'ai jamais vu monter. Je ne savais pas que ça pourrait vraiment... J'ai jamais pensé à ça. Je sais que ça monte pas mal parce que ma fille allait vers les rives de Lierre, mais jusqu'à aller dans les rues pour aller vraiment sur la route, tu sais, quand on repart pour aller sur Lierre, je pense pas. Enfin, moi, je ne crois pas. Je n'ai même jamais imaginé la chose, alors donc... Dans le temps, il y avait des inondations régulières. Des travaux de fait, mais bon, maintenant, pour l'instant, ça va. On n'est pas assez conscient, assez sensible de ce qu'il faudrait faire. Mais moi où j'habite, je risque rien. Comme on peut le voir, la conscience du risque est faible, voire absente chez la plupart de nos concitoyens. Mais en quoi est-ce un problème et que peut-on faire pour y remédier? Loïc. Je crois que la quasi-absence de conscience du risque tient beaucoup dans le fait qu'on a une fausse impression de sécurité liée au monde moderne et à sa technologie. C'est pas parce qu'on a un parapluie qu'on empêche la pluie de tomber. Autrement dit, c'est pas parce qu'on a des barrages qu'on va empêcher la crue inéluctable qui finira toujours par arriver. Yann? C'est vrai que le caractère inéluctable, c'est quelque chose qui est naturel. On a un rythme de la rivière. La plupart du temps, elle ne propose pas de crue, elle est toute tranquille comme aujourd'hui. Et puis, il y a un rythme, tous les 5 ans, tous les 10 ans, tous les 20 ans, il va y avoir une très grosse crue. Et les gens oublient complètement le fait que cette crue peut se venir très fréquemment. Donc le risque de crue est bien réel. La mémoire de la crue a été effacée de l'esprit de beaucoup de nos habitants parce que, tout simplement, la vallée a été épargnée. Pourtant, le risque est bien réel. Et les habitants qui étaient là en 1978 peuvent en témoigner. Ici, on est exactement dans la résidence des Thibaudières à Boussy-Saint-Antoine et en 78, moi j'avais 14 ans et donc on a été victime d'un phénomène qui s'appelle une crue, une inondation plus exactement. Comme on n'avait jamais vécu ce type d'événement, les gens sont partis au travail le matin et 2h30 après leur départ, quasiment, l'eau était rentrée dans les immeubles et on n'avait pas les clés des appartements, donc on n'a pas pu accéder au rez-de-chaussée. Il y a des voitures qui sont aussi restées dans l'eau et donc quand les gens sont rentrés le soir, ils ont découvert la catastrophe. Au début, on arrivait par des planches jusqu'aux immeubles, mais l'eau a très vite monté très haut. Très rapidement s'est mis en place un service de barque et donc du coup, il y avait un système d'échelles qui tombait depuis les porches des premiers étages. On grimpait depuis les barques sur ces échelles jusque sur les porches.
Ensuite, on passait donc dans les cuisines des gens du premier étage pour accéder au hall d'immeuble, dans les escaliers, et ensuite on regagnait nos appartements. À l'époque, les pompiers n'étaient pas du tout habitués, ont été évidemment totalement submergés par les appels. Il n'y avait pas que les Thibaudières qui étaient inondées, c'était toute la vallée. Cette période d'inondation a duré quand même pendant 4 jours. Et quand l'eau est partie, il restait à peu près 30 cm à 40 cm de vase dans les immeubles. Il n'y a pas eu de victimes, mais évidemment les dégâts étaient très importants. Par rapport aux Thibaudières, je crois que ce qui se passe, c'est que les gens ont tendance évidemment à oublier que ce phénomène peut se reproduire. Donc il faut bien sûr se prémunir de ce risque. Et comment se prémunir de ce risque? Tout simplement en s'informant auprès des autorités compétentes, parce que de toute façon ce phénomène va se reproduire et il est important bien sûr d'être le moins vulnérable par rapport à cette crue prochaine qui arrivera de toute façon une année ou une autre. Ces images et ce témoignage sont évidemment très impressionnants. Alors messieurs, peut-on craindre des phénomènes d'une telle ampleur aujourd'hui et avec quelles conséquences? Yann, s'il vous plaît. Alors les conséquences diffèrent en fonction des cours d'eau. Dans le cas de la rivière Hier, on est sur un cours d'eau qui va monter assez lentement, mais la crue va être très longue. Quand l'eau va monter, il va y avoir d'abord des habitations en périphérie du cours d'eau qui vont être inondées, et donc plutôt des dégâts matériels. Et il faut aussi imaginer qu'il va y avoir des coupures électriques qui vont être beaucoup plus larges que les seules zones inondables et qui seront davantage sur la vallée. Moi j'ai l'impression qu'il faut que les populations se préparent à la gestion de ce que pourrait être ce risque, parce que les services publics ne pourront pas tout faire. Merci Yann. Mon colonel? En effet, donc des quartiers inondés, des populations dispersées, des familles voire séparées, autant d'appels au secours, numéro 18 du centre départemental d'appel d'urgence que nous aurons et qu'il faudra trier pour pouvoir déterminer celles qui sont vraiment urgentes. Merci messieurs pour ces commentaires. Donc, ça se confirme, le risque est bien réel. Et la question qui se pose désormais est celle de l'action. L'action à entreprendre pour limiter ce risque ou tout au moins limiter notre vulnérabilité à ce risque. En cas d'inondation, si ça m'arrivait chez moi, essayer de remonter les meubles, des choses comme ça, sinon non, je ne sais pas trop. J'éviterais de me trouver en zone inondable, je n'achèterais pas en zone inondable, parce que vous le savez, on ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. À part appeler les pompiers, je ne sais pas. Je pense que ça doit être subi, donc la plupart des gens doivent se sentir piégés. Je prendrai mes clics et mes claques, comme probablement un peu tout le monde, on essayera d'aviser au moment venu. Ah, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore réfléchi. On va mettre des détecteurs de fumée pour les incendies, mais il n'y a pas de détecteur d'eau pour les inondations. Seule chose à faire, c'est éventuellement surélever. Mettre les affaires en hauteur. Essayer de bloquer un petit peu les portes pour limiter l'entrée. À part mettre des sacs de sable ou... Et puis écraser ça, quoi. Il n'y a rien à faire contre la flotte. Ah, ce sera un problème. Non, je ne sais pas. Non. Franchement, je ne me suis jamais posé la question. Si je suis prévenue à temps, je m'en vais. Mais malheureusement... Les grosses inondations, il n'y a pas grand chose à faire. À part prendre une barque et de naviguer. Se mettre le plus haut possible dans les étages, sur le toit quand on ne peut pas faire autrement. Trouver une place en hauteur pour essayer d'éviter de se noyer, c'est le cas de le dire. Sauver déjà sa propre vie. Moi je sais nager, c'est une chance. Ces riverains semblent bien fatalistes. Alors messieurs, pensez-vous qu'ils ont raison de croire qu'on ne peut rien faire? Loïc? Non, je ne crois pas qu'il y ait vraiment de fatalité. Il me semble plus que le risque inondation doit être partagé par tous. En particulier par le SIAGE, syndicat de rivière, qui a mis en place depuis un certain nombre d'années des outils de prévention et d'information de ces riverains. Mais il y a aussi d'autres outils, à l'échelon des communes notamment, comme les plans communaux de sauvegarde. Colonel? Le plan communal de sauvegarde doit permettre à la commune de coordonner ses actions pour sauvegarder les populations. Après les opérations de sauvetage, le SDIS participera également à ces missions. Mais les riverains sont et doivent être les premiers acteurs de leur sécurité. Alors, si les riverains doivent être les acteurs de leur sécurité, il faut qu'ils sachent quoi faire. Et pour leur donner quelques idées des actions à entreprendre, je vous propose de découvrir ensemble quelques conseils qui vous seront délivrés par Alexia Giroux, qui est responsable du PAPI au sein du SIAGE. Tout d'abord, si vous ne savez pas si vous vivez en zone inondable, vous pouvez consulter le plan de prévention des risques inondations
dit PPRI, qui est un document qui peut être consulté soit en mairie, soit sur le site internet du sillage. Si vous vivez en zone inondable, vous pouvez aménager votre logement afin de le rendre moins vulnérable face au risque d'inondation. Par exemple, installer les appareils de chauffage ou tableaux électriques au-dessus de la cote des plus hautes eaux connues. Ou encore, ancrer l'ensemble des objets situés à l'extérieur de votre habitation afin que ces derniers ne deviennent pas des objets flottants dangereux durant la crue. Pendant la crue, il est bien évidemment recommandé de couper son système de gaz et d'électricité, de rehausser ses meubles et surtout de rester à l'écoute des informations. Après la crue, si vous avez quitté votre logement, attendez impérativement l'accord des autorités avant de le regagner et le contrôle d'un professionnel avant de réenclencher votre système de gaz et d'électricité. Pour préciser toutes les actions à entreprendre face à la crue, un livret a été édité par le sillage. Vous pouvez dès à présent le retrouver sur notre site internet. La multiplication des phénomènes climatiques extrêmes aux quatre coins de l'Europe nous amène à conclure que la vraie question n'est pas de savoir si la crue aura lieu, mais quand. Ce jour-là, nous pourrons prévoir la montée des eaux, nous pourrons peut-être la retarder, mais nous ne pourrons en aucun cas l'empêcher. Ça, nul n'en a le pouvoir. Aussi, pour limiter les conséquences d'un tel événement, devons-nous nous tenir prêts. C'est une action collective où nous avons tous notre rôle à jouer. Les collectivités, les pouvoirs publics, les entreprises, mais aussi les simples particuliers. Si nous sommes prêts, nous serons moins vulnérables.